no listen to no fake news, them can't. Could do all it out and them never fake news. Notice say I just be a bad bitch I get forward from with you. But the one you have to be good girl them lazy. She never did a features, I rate it. Never did a features, half naked. Me never did a piggy or ratings halfway, that's why me give her ratings. She never did a features, half naked. Never did a features, I rated. Me never did a piggy or ratings halfway, that's why me give her ratings. I know every girl a white material. I know every girl forget the juice in my seed bag. I know every girl me trust to cook my food, nor boil my tea, not even put the milk in the cereal. Me like a catty when medieval. When what you wash for cook for clean and no fuss. When she hear me get a new girl, I know that me mean when me say me fight me demons. Multiple wife legally, no illegal. Yeah, straight, me go crazy. I know every catty can be my first lady. I know every press plus body done baby plus Tatiana no fit in a no Mercedes. When me say oh luxury dolly for nurse baby, a trouble when luxury dolly turn old lady. So big up every girl with no lazy. Your body big but I your mommy donate it. I rate it. Never did a features half naked. Me never did a figgy or ratings halfway, that's why me give her ratings. She never did a features half naked. Never did a features I rated. Me never did a piggy or ratings halfway, that's why me give her ratings. She now wait pan money for reach her and donation. She make reach her man donation. 101 but the waist gal a tell her fi leave her man, but she stay strong. She know say them are no friends, them are haters. Them sleep with every man in the acre. Can't get nobody fi stay long and want the advice for relation. Baby no listen to no fake news. Them can't keep a man cause them never stay true. Could do all it out and them never pay dues. Never shut them out and them wicked and cruel, eh? Bag a man a rush but them just a get yours. Everything them have them did a fear blows. Instagram live them nude for the views. Baby that I know you though. Sure, I rate it. Never did a pictures half naked. Me never did a piggy or ratings halfway, that's why me give her ratings. She never did a features half naked. Never did a features I rated. Me never did a piggy or ratings halfway, that's why me give her ratings. One wish. UPK 01 West. Babylon is falling to rise no more again. Babylon is falling. Freedom is here, my friend, not just part of the nation. Yeah, our shine never come bring peace in start of the vision. Now put your trust in the riches and wealth, contamination. But just the last statutes and commandments, we make the decision to keep them with precision. I just part of the nation. Daniel get a vision. Him see the black Christ, it wasn't a white depiction. No allegiance to Rome nor its regions. Come out them religion if you want be a free man. Cause the deacons them full of demons. Same situation with Rasta with Islam. Only beacon of hope for your lean on is UPK and the General Yana. Every fowl of the ear, every beast of the field, every creeping thing we creep on land, every mouth of the clear, loud and clear. Yeah, our shy Mashiach is a black man who have fear, let him hear. Time to prepare, spiritually separate from Babylon. We no weak, we no fear, wheat we no tear. Bun Saddam, my bun Batman are just part of the nation. Yeah, our shy never come bring peace in start of the vision. Now put your trust in the riches and wealth, contamination. Adjust the last statutes and commandments, we make the decision to keep them with precision. Just part of the nation, send evils and curses upon the whole city and the beasts and all churches. America fall, them deserve it. Rome get defeat, history repeat, I know the first thing. Hey, 400 years they work with, then desert with, then turn round and call it worthless. But now the COVID lurking, them hurting, and then the doctors and nurses. Hey, one day to building off a turn after the long journey. No care much money you are earn if you still want Babylon burn.
One day table in off it turn. After the long journey, no care much money you are earning. I just start of the mission. Yeah, our shine never come bring peace in start of the vision. No put your trust in the riches and wealth, guns are ammunition. I just the last statutes and commandments. We make the decision to keep them with precision. I just part of the mission. Serious, and you're looking for a Christ man, the one who anointed with the Lord, with the Spirit of the Lord, to do His will. I'm that nigga. One West, 125th Street. Look, y'all put your faith in presidents like they gon' change this country. Run the league and let y'all play cause y'all gon' make a money. Fuck Obama, he ain't come here on Congo. American honor don't lack no soldiers. With the Spirit of the Lord, we don't lack no soldiers. Saint, black, Hispanic, native, they hate your ass the same. Hate Christ and they image, paint you as a slave. God ain't all love, scriptures say he hate African soft niggas, they know we not the same. School to prison pipeline to get you off the streets. Put you in the cell toilet connected to the saint. Molested as a kid, she prostituted as a teen. The byproduct of Martin Luther King dream. They just took the yoke off, my nigga, we ain't free. We living bleak in these wastelands of poverty. If you don't know the truth, then the lie sound promising. Prophecy, gift and the curse. Dylan started killing, they was sitting in church. Black folk forgave him, man, this shit is absurd. You should never love your enemy, that shit ain't gon' work. Yeah, fuck dying on your knees, you better die in glory. Man, I joined the UPK, taught me the art of warring. I took a nigga life like mine to be recognized. I feel that pain every day, it can't be reconciled. Pops banging, my sister a prostitute. My brother got life, and somehow I still found the truth. War ready, no cowards, no excuse. Fuck reparations, you can't bandage no open wounds. Blood on the leaves, body swing hung from a noose. I was on a run in Nashville and I found the truth. I called the school, class was being held by the shock on my life. I want to be a gangster like a cop. Do this for my brothers, real brotherhood. Everything we do, we got it out this book. My nigga, I can never be no African. UPK the only authorized acronym. I'm passionate about my brothers and sisters. We in hell, I ain't got nothing against them. That's another religion. If it ain't under your honor, ain't he murdered by them and got a hug from your honor. That's the way out for a coward in my observation. They don't fear the Lord, they indoctrinated. Wolves in sheep clothing, Joe Osteen. Real priests bringing back black royalty. One West on my headpiece, ranking order. Can't let them trick me off the streets, I gotta raise my daughter. I got brothers at the border ducking ICE agents. I got the name change, it was life changing. My family thought it was a game. Put on all black, they said I was going through a phase. It's more of us in jail than it was slaves. Aquí somos la Escuela Israelita del Conocimiento Práctico Universal. Hoy estamos aquí con el comandante general Yohanan ISUPK. This is what Commander General Yohanan did. This is what he did. First camp, I cut off all my dreads. I took an oath when that oil hit my head. Niggas capping like they lids. I'm a priest, I never stick no fork in no pig. I was dead till I found out how to live. This brotherhood taught me how to be a man. I came back to my roots, I had to dig. A couple gaps I had to bridge. I got a rib, I'm married to this work. You wanna serve the Lord, he ain't in the Christian church. I had to dig. That's right. Hey, Shalom Yahbashim Shabrakatan à tous nos frères, Yahweh Shemar, Atan Bashim Yahweh à toutes nos sœurs. Comme vous savez déjà, ici l'officier de 500 Barak qui est avec le ISPK, qui est le Israelite School of Universal and Practical Knowledge, ou l'école israélite de la connaissance universelle et pratique. Vous savez, comme tous les lundis, on a notre classe d'histoire
Vous comprenez, enseigné par moi-même. Et ce lundi, comme je vous ai dit, ce lundi, on va aller, le sujet de ce lundi, de sa thèse d'histoire, c'est les atrocités qui ont été commises contre nous. Vous comprenez? On va pas aller nécessairement en ordre chronologique, mais on va voir plusieurs sortes d'atrocités que ces diables ont commis contre nous, contre notre peuple. Vous allez comprendre pourquoi on ne sera jamais égaux à eux. Okay? Et vous allez comprendre pourquoi ça les dérange même de parler de ce qui nous est arrivé. Vous comprenez? On ne va pas seulement parler du fait qu'ils ont commis un génocide sur la population amérindienne ou qu'ils nous ont rendu en esclavage. On ne va pas seulement parler de ça. On va vraiment parler de certaines choses qu'ils ont fait contre nous. On vous dit, ça ne va pas être spécifiquement dans un ordre chronologique, mais vous allez voir. On est live sur ISPK Montréal et ISPK France sur Facebook et YouTube et Twitter et sur ISPK Montréal sur TikTok. Si vous voulez voir les articles que je vais vous partager, vous pouvez venir sur notre chaîne YouTube directement. OK? Donc, on va commencer avec ça juste un instant. Comme je dis, ce n'est pas nécessairement dans l'ordre chronologique. Donc, on va commencer avec un médecin. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que cette personne-là est considérée comme très importante dans la médecine. Pourquoi? Parce que cette personne-là a développé, cette personne-là est reconnue comme le père de la gynécologie moderne. Je vais partager l'article. Donc, ça parle du père de la gynécologie moderne qui a réalisé des expériences choquantes sur des femmes esclaves. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, peu de médecins ont été aussi loués et détestés que James Marion Sims. Pourquoi? Vous allez comprendre. Reconnu comme le père de la gynécologie moderne, Sims a développé des outils et des techniques chirurgicales pionniers liés à la santé reproductive des femmes. En 1876, il fut nommé président de l'American Medical Association, donc l'association médicale américaine, et en 1880, il devint président de the American Gynecological Society, donc la Société gynécologique américaine, une organisation qu'il contribua à fonder. Le médecin du 19e siècle a été honoré par une demi-douzaine de statues à travers le pays, donc aux Amériques. Okay? Mais parce que les recherches de Sims ont été menées sur des femmes noires asservies sans anesthésie, les éthiciens médicaux, les historiens et d'autres affirment que son utilisation des corps noirs asservis comme sujet de tests médicaux s'inscrit dans une longue histoire dépourvue d'éthique qui comprend aussi l'expérience de la syphilis à Tuskegee et Henrietta Lacks. Donc, on va sûrement voir ça dans la prochaine classe. Mais, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il utilisait des esclaves noirs pour développer la médecine de la gynécologie qu'on a aujourd'hui. Okay, donc, tous ceux qui sont gynécologues, tous ceux qui ont les techniques pour la gynécologie ou comment soigner les parties privées des femmes, comment ça a été développé? Ça a été développé à cause que James Marion Sims a fait des expériences, a expérimenté sur des esclaves sans anesthésie. Pourquoi? Parce que c'était considéré comme quoi que les esclaves étaient comme des animaux et considéraient que les animaux, vu qu'ils ne démontrent pas qu'ils ont de la peine physique, donc les femmes esclaves ne ressentaient pas de peine, ne ressentaient pas de douleur. Voilà pourquoi Sims utilisait des femmes noires sans anesthésie pour perfectionner la gynécologie moderne. Vous comprenez? Et imaginez, donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la gynécologie, c'est la médecine des parties privées d'une femme. Imaginez les tortures que nos sœurs ont subies pendant l'esclavage pour qu'aujourd'hui, vous ayez la médecine moderne de la gynécologie. Et en plus, on l'applaudit, il a reçu beaucoup de prix, divers prix, pour avoir développé cette médecine moderne. Ils l'applaudissent pour avoir
développer la gynécologie moderne alors que notre peuple a souffert. Notre peuple a souffert de nombreuses atrocités pour que vous ayez la gynécologie d'aujourd'hui. Les critiques affirment que Sims se souciait davantage des expériences que de la fourniture d'un traitement thérapeutique et qu'il avait causé des souffrances indicibles en agissant selon la notion raciste selon laquelle les Noirs ne ressentaient pas la douleur. Exactement ce que je viens de vous expliquer. Donc, pour Sims, il se souciait plus des expériences, okay? Des expériences et de tout ce qu'il faisait, de ses expérimentations sur les femmes noires que du traitement thérapeutique de la médecine, de la gynécologie. Pour lui, ce n'est même pas une question de développer une médecine ou de développer une meilleure technique pour la gynécologie moderne. Non. Pour Sims, il était juste curieux de voir qu'est-ce qu'il pouvait faire avec les parties privées de ces femmes esclaves. Donc, il ne voulait même pas développer la médecine à la base. Il faisait juste des expérimentations. Il est juste en train d'expérimenter sur des esclaves. Pourquoi? Parce que lui, il agissait. En plus, il ne veut même pas décrire le genre de souffrance que ces femmes subissaient. Mais ce qui arrivait, c'est qu'il agissait selon la notion raciste que les Noirs ne ressentaient aucune douleur. Hey, shalom, sis. Yawashma, Tabashim, Yawashai. Thanks for tuning in. This class is in French, though, but if you do have any questions or comments, feel free to ask. All right? Encore une fois, comme je vous disais, encore une fois, comme je viens de dire, n'importe qui a des questions, des commentaires, peut le mettre dans les commentaires et on va adresser vos questions ou commentaires. Encore une fois, Sims n'avait aucun souci par rapport au traitement thérapeutique de la gynécologie. Non, tout ce qu'il voulait faire, c'est expérimenter sur des femmes esclaves. Vous comprenez? On va voir si on n'a pas plus que ce qu'on peut vous montrer. Sims pratiquait la médecine à une époque où soigner les femmes était considéré comme de mauvais goût et rarement pratiqué. A inventé le spéculum vaginal, qui est un outil utilisé pour la dilatation et l'examen. Imaginez ça. Je vais voir si je peux trouver une image de cet outil-là. Il a développé cet outil en faisant des tonnes d'expériences sur des femmes esclaves. Juste un instant. Donc, cet outil, juste voir comment, de quoi l'outil a l'air. Imaginez comment le nombre d'expériences qu'il a dû faire sur ces femmes esclaves avant de développer cet outil. Laissez-moi voir, je peux vous montrer une image vite fait. Ceux qui veulent voir l'image peuvent venir, comme je vous dis, sur la chaîne YouTube, au TikTok, YouTube ou Facebook. Vous voyez cet outil? Cet outil a été développé avec les expériences qui ont été performées sur des femmes esclaves. Vous comprenez? Imaginez le genre d'atrocités qu'elles ont subies, juste sous prétexte qu'elles ne ressentaient pas la douleur. Vous comprenez? Ce genre d'outil qui a été développé au final que vous utilisez aujourd'hui pour dans la médecine de gynécologie moderne. Revenons à l'article. Il a également été le pionnier d'une technique chirurgicale pour réparer la fistule vésico-vaginale, une complication courante de l'accouchement au 19e siècle, dans laquelle une déchirure entre l'utérus et la vessie provoquait une douleur constante et des fuites d'urine. Encore une fois, c'est impossible de décrire le genre d'atrocités qui ont été commises sur nos sœurs, contre nos sœurs, lors du développement de la gynécologie moderne. Parce qu'encore une fois, il n'en avait rien à faire de la médecine. Tout ce que lui voulait faire, c'est expérimenter sur les esclaves. Et ça, c'est notre oppresseur qu'on a encore aujourd'hui. Le même oppresseur que vous voulez toujours chercher toujours son acceptation, vous voulez toujours être égal à cet oppresseur. Comment est-ce que vous voulez essayer d'être égal à un monstre pareil? Ensuite, il se dit que si ce n'était pas pour eux, on n'aurait jamais eu la médecine d'aujourd'hui. Mais la médecine d'aujourd'hui, si ce n'était pas pour nous, ils n'auraient jamais pu développer la médecine d'aujourd'hui. Car sans nous, ils n'auraient jamais eu de cobayes. Vous comprenez? Nous étions les cobayes sur qui ils ont développé
leurs techniques pour la médecine d'aujourd'hui. Continuons à lire un peu. Et vous allez voir, plus on va lire les atrocités qui ont été commises contre nous, vous allez être même plus que dégoûté. Vous allez être dégoûté à un autre niveau. Même pendant la classe, comme je vous dis, ce n'est pas un ordre chronologique que je vous sors ça, mais je vais vous montrer un écrit que beaucoup d'entre vous vont être choqués par rapport au traitement que l'on a reçu de la part de ces diables dont parle la Bible, de la part de ces oppresseurs, de la part de la race caucasienne. Continuons à lire. Ces défenseurs affirment que le propriétaire d'esclaves nés dans le Sud était simplement un homme de son temps pour qui la fin justifiait les moyens, et que les femmes esclaves souffrant de fistules souhaitaient probablement suffisamment ce traitement pour accepter de participer à ces expériences. Mais l'histoire n'a pas enregistré leur voix et le consentement de leurs propriétaires qui avaient un fort intérêt financier dans leur récupération était la seule exigence légale de l'époque. Donc à la fin de la journée, ils vont vous donner toutes sortes de narratives qui vraiment ils vont juste vous donner la version des maîtres, mais pas la version des esclaves à qui on a fait subir ces atrocités-là. Donc les maîtres vont vous dire oui, mais les esclaves étaient d'accord, les esclaves étaient consentants pour participer à ces expériences. Vraiment, qui vous dit qu'elles étaient consentantes? Quelle est la version de l'esclave? Pourquoi vous savez juste la version du maître? Ils vous disent quoi? Comme on a vu dans plusieurs de nos classes, la version de l'esclave n'est pas enregistrée, ou ils n'ont même pas noté quoi que ce soit par rapport à la version de l'esclave. Ils nous ont rejeté totalement de l'histoire. Vraiment, pour quelle raison? Pour qu'on ne puisse pas démontrer véritablement ce qui nous est arrivé. Vous comprenez? On va voir si on en aura un peu plus à lire. Donc, on va en arrêter là pour James Marion Sims. Si vous voulez faire plus de recherches par rapport au soi-disant père de la gynécologie moderne, vous pouvez rechercher son nom, c'est James Marion Sims. Vous comprenez? James Marion Sims, qui est considéré comme le père de la gynécologie moderne, qui a... Il faut juste imaginer le nombre, les genres d'atrocités qui sont arrivées aux femmes esclaves dans le temps. Vous comprenez? Alors, allons au prochain article. Prochain article, ce qui va vous montrer aussi, vous voyez comment vous avez toutes sortes de, comment on appelle ça, toutes sortes de diètes que vous suivez aujourd'hui. Des diètes que vous devez suivre chaque jour, où ils vous disent, mangez tel nombre de légumes par jour, tel nombre de nutriments par jour, et ainsi de suite. On va voir comment ça aussi, ça a été développé. Parce que ça aussi, ça a été développé par nos oppresseurs. Comment? En faisant des expériences sur les Amérindiens cette fois. Vous comprenez? Donnez-moi juste un instant. Pas une religion. Je ne suis aucune religion. Dans le Noureddin a dit, tu es de quelle religion? Dans le ISPK, on ne suit, on adhère à aucune religion ou croyance religieuse. Si ça répond à ta question. Donc, maintenant, dans le prochain article, ce qui va vous démontrer comment, vous voyez, les listes de nutriments ou les tableaux de nutrition que vous avez aujourd'hui, vous allez voir comment ça a été développé. Ce qui a été développé très récemment, pour ceux qui l'ignorent. Donc, des enfants autochtones canadiens affamés ont été utilisés dans des expériences gouvernementales dans les années 1940, selon un chercheur. Et vous allez voir à quoi on menait cette expérience. Mais c'est dit, tu es de quel secte? Je suis de aucune secte. Les enfants autochtones ont été délibérément affamés dans les années 1940 et 1950 par des chercheurs gouvernementaux au nom de la science. Les rations de lait ont été réduites de moitié pendant des années dans les pensionnats à travers le pays. Ceux qui ne savent pas, après qu'ils aient commis un génocide et nous avoir réduit à l'esclavage, ainsi que les Amérindiens,
Ils ont mis les Amérindiens dans des pensionnats à travers les États-Unis et le Canada, juste dans les années, si je ne me trompe pas, 1990. Vous comprenez? Et dans ces pensionnats, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont développé, au nom de la science, ils ont réduit des enfants. Ils ont été affamés au nom de la science pour voir qu'est-ce qu'il en était si on ne donne pas, de l'eau à une personne. On va voir quels sont les résultats. Qu'est-ce qui va arriver si on ne donne pas de l'eau, si on ne donne pas certains nutriments à cette personne-là? Qu'est-ce qui arrive si on ne les nourrit pas pendant 7 jours, par exemple? Toutes ces expériences-là ont été conduites sur les Amérindiens lorsqu'ils étaient dans ces pensionnats-là, justement. Et pire encore, on va voir par rapport à ces expériences-là sur la nutrition. Okay? Nourdine a dit, vous ne suivez aucun livre sacré, on suit la Bible. C'est-à-dire la Torah et la Bible. La Torah, littéralement, c'est juste les 5 premiers livres de la Bible qui sont les 5 livres de Moïse. Mais on suit la Bible qui est littéralement le livre de la nation d'Israël. Pas ceux qui oppressent les Palestiniens aujourd'hui. Il y a une mauvaise compréhension de qui sont les véritables juifs bibliques de l'Antiquité. On va faire une autre classe d'histoire sur ça. Mais juste pour répondre à ta question vite fait, les véritables juifs de l'Antiquité ne sont pas le peuple qui oppresse les Palestiniens aujourd'hui ou qui leur fout des bombes. Non. Les véritables juifs de l'Antiquité ont été amenés en esclavage par bateau dans les Amériques, dans l'hémisphère ouest. Mais ce n'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Donc, si tu veux plus ample explication, je vais faire une prochaine classe d'histoire sur ça. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment juste les atrocités qui ont été commises contre nous. OK? Et donc, revenons à l'article. Les vitamines essentielles étaient cachées aux personnes qui en avaient besoin. Les services dentaires ont été suspendus parce que la santé des gencives était un outil de mesure pour les scientifiques et que les soins dentaires fausseraient la recherche. Ce qui veut dire quoi? Ils voulaient voir quel était le résultat ou qu'est-ce qui arrivait si on leur donne à manger tous les jours, mais ils ne brossent pas leurs dents, par exemple. Vous comprenez? On va voir quel était le résultat d'avoir des caries et ne traitaient pas les caries. Voilà le genre d'expérience qu'ils conduisaient sur les Amérindiens dans les pensionnats. Vous comprenez? Continuons à lire. Pendant plus d'une décennie, les enfants et les adultes autochtones ont été, sans le savoir, soumis à des expériences nutritionnelles menées par les bureaucrates du gouvernement canadien. Le même gouvernement à qui vous faites confiance ou que vous pensez qui aime tout le monde, et ainsi de suite. Le même gouvernement qui vous dit qu'ils acceptent tout le monde au Canada, ce qui est plus que faux. Vous comprenez? Ce regard inquiétant sur la politique gouvernementale envers les Autochtones après la Seconde Guerre mondiale est mis en lumière dans les recherches historiques récemment publiées. On va voir si on n'a pas plus à lire de cet instant. En effectuant des recherches sur l'élaboration politique de santé pour un autre projet de recherche, Mosby a découvert que de vagues références à des études menées sur les Indiens ont commencé à enquêter. Donc, ils n'avaient pas beaucoup, ils ont dû faire des enquêtes sur les expériences ou sur le traitement qu'ils ont subi dans ces pensionnats. Vous comprenez? Les documents gouvernementaux ont finalement révélé une expérience de longue date menée par le gouvernement qui s'est étendue à tout le pays et a impliqué au moins 1300 autochtones, pour la plupart des enfants. Donc aujourd'hui, quand vous savez qu'il vous faut un certain nombre de calories par jour, c'est à cause des expériences qu'ils ont menées sur les autochtones. Vous savez que vous devez manger un certain nombre de protéines par jour, par semaine, par mois, selon votre poids, selon votre âge, ainsi de suite. C'est à cause des expériences qu'ils ont menées sur les autochtones. Et Shalom says voilà, for tuning into the class. Majestic a dit, t'en penses quoi des sionistes? Les sionistes, qui sont le peuple qui oppresse les Palestiniens aujourd'hui, sont les imposteurs. Voilà. Ces expériences ne surprennent pas le juge Murray Sinclair, président de la Commission Vérité et Réconciliation. La Commission a pris connaissance de ces expériences lors de la collecte de documents relatifs au traitement et au mauvais traitement infligé aux enfants autochtones dans les pensionnats du Canada entre les années 1870 et les années 1990. Donc, jusqu'en 1990, les Amérindiens étaient encore dans les pensionnats.
où ils subissaient toutes sortes de violences physiques, d'abus sexuels, d'abus psychologiques, juste même à se faire affamer juste pour savoir, juste pour avoir entre guillemets, la science de la nutrition. Ils ont eu ça en affamant les Amérindiens et pour la plupart, les enfants amérindiens. On voit si on n'a pas plus par rapport à ça, sinon on va aller dans l'autre article. Dans les années 1940, de nombreuses questions se posaient sur les besoins humains et les vitamines. Les autochtones souffrant de malnutrition sont devenus considérés comme un moyen possible de tester ces théories. Entre autres, qu'est-ce qu'ils disent? C'est que les Amérindiens étaient des cobayes, juste pour découvrir combien de vitamines les humains ont besoin. Quels étaient les besoins humains par rapport à la nutrition? Encore une fois, c'est comme ça que vous savez que vous avez besoin de boire un certain volume d'eau par jour. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des expériences sur les Amérindiens. Ils vous disent, buvez quoi? Aujourd'hui, ils disent quoi? Buvez environ 8 verres d'eau par jour, ainsi de suite. Pas parce qu'ils ne donnaient aucun verre d'eau par jour aux Amérindiens. Ou des fois, ils leur donnaient 1 verre d'eau. Ou peut-être 2 verres d'eau par jour. Mais ils voyaient que ce n'était pas assez. Voilà où ils en ont conclu que vous devez boire, je ne sais pas si c'est exactement 8 verres d'eau par jour, mais c'est environ ça, vous comprenez? Pourquoi? À cause des expériences qu'ils ont menées sur les Amérindiens. Ils ont conclu que les Amérindiens étaient de bons cobayes. Donc, pourquoi pas mener des expériences sur eux? Pourquoi sacrifier des Blancs alors qu'on pourrait sacrifier les Amérindiens? C'est ça qu'ils vous disent, en fait. Vous comprenez? Ces expériences sont odieuses et totalement inacceptables. La première expérience a débuté en 1942 auprès de 300 cris de Norway House. Parmi ce groupe, 125 ont été sélectionnés pour recevoir des suppléments vitaminiques qui ont été refusés aux autres. Donc, à un certain groupe, on donnait les vitamines dont on comprend qu'on a besoin aujourd'hui, par exemple de la vitamine C ou de la vitamine D. À un autre groupe, on ne leur donnait rien. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils déterminaient quelle était la différence entre ceux à qui on donnait ce que le corps humain a besoin par rapport à ceux à qui on ne donnait pas ce que le corps humain a besoin. À l'époque, les chercheurs estimaient que la population locale vivait avec moins de 1500 calories par jour et que les adultes normaux et en bonne santé ont généralement besoin d'au moins 2000 calories par jour. Encore une fois, comment vous connaissez, comment vous savez quels sont les besoins nutritionnels des humains aujourd'hui, selon ce qu'ils vous donnent aujourd'hui, c'est à cause des expériences sur les Amérindiens. En 1947, des plans ont été élaborés pour mener des recherches sur environ 1000 enfants autochtones affamés dans 6 pensionnats du port de Alberni, en Colombie-Britannique, de Kenora en Ontario, de Shubenacadie en Nouvelle-Écosse et de Lethbridge en Alberta. Et pendant 2 ans, une école a délibérément maintenu les rations de lait à moins de la moitié de la quantité recommandée afin d'obtenir une valeur de référence en cas d'augmentation de l'allocation. Donc, en cas d'augmentation de l'allocation, tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils nourrissaient moins les enfants pour savoir, comme ça, s'ils nourrissaient moins les enfants, ils savaient qu'ils n'avaient pas assez de nourriture, ainsi de suite, ils allaient en avoir plus de nourriture, plus de lait, et une meilleure allocation pour cette école, un meilleur financement pour, comment vous allez dire ça, pour ce pensionnat. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est que délibérément, ils nourrissaient mal et ils leur fournissaient moins de lait, ils leur fournissaient moins de nutriments aux autochtones pour avoir plus d'allocations. Et donc, entre autres, ils faisaient comme s'ils n'en avaient pas assez, même s'ils en avaient assez, ils faisaient comme s'ils n'avaient pas assez de nourriture, pas assez de lait, ainsi de suite, pour que l'Église catholique leur donne une plus grande allocation. C'est tout. Et juste, on va voir ça vite. Donnez-moi juste un instant, je vais sortir un verset pour vous. Vous allez comprendre la nature de notre oppresseur à la base. Donnez-moi juste un instant. Deutéronome, chapitre 28, verset 49. On va commencer au verset 49. Vous allez comprendre la nature de notre oppresseur à la base. Deutéronome 28 et 49, ça vous dit « L'Éternel fera venir contre toi une nation de loin, du bout de la terre, aussi rapide que le vol de l'aigle, une nation dont tu ne comprendras pas la langue. » Ça parlait de la nation d'Israël, c'est la nation que l'Éternel fera venir contre nous, une nation de loin, du bout de la terre, d'où sont venus nos oppresseurs. Ils nous ont ramenés de l'autre bout de l'océan Atlantique. Vous comprenez? Et une nation
on ne comprendra pas la langue. Non seulement on ne comprendra pas la langue comme elle communique, mais on ne comprendra pas non plus leur façon de fonctionner, comment ils nous traitaient. Je crois que les Amérindiens, ils comprenaient pourquoi on expérimentait sur eux. Et vous allez voir, comme je vous dis ensuite, ce n'est pas dans un ordre chronologique, mais vous allez voir les genres d'atrocités qu'ils ont commis sur nous. Même moi, n'importe qui n'est pas prêt mentalement, ça peut rendre une personne folle à un autre niveau. Vous comprenez? Alors, verset 50. Verset 50, ça vous dit quoi? Une nation au visage féroce qui ne prendra pas en considération la personne des vieillards et qui ne fera pas de preuve de faveur envers les jeunes. Que ce soit adultes ou enfants, vous étiez soumis à ces expérimentations, à ces expériences qu'ils faisaient sur vous. Vous comprenez? Vous n'en avez rien à faire que vous êtes un enfant qui a besoin de tous les nutriments, non? Surtout pour la croissance. Pour eux, ce n'était pas leur problème. Vous étiez juste un jeune cobaye. Rien de plus, rien de moins. Vous n'étiez qu'un cobaye. Même après l'esclavage, jusqu'en 1990, même aujourd'hui, ils continuent à performer des expériences sur les Amérindiens. Pourquoi? Parce que pour nos oppresseurs, nous sommes que de bons cobayes. Rien de plus, rien de moins. Vous comprenez? Continuons à lire un peu plus. Une école a réduit les niveaux de vitamine B1 pour créer une référence avant que les niveaux ne soient augmentés. Donc, la vitamine que vous avez aujourd'hui, la vitamine B, pourquoi ils vous disent, par exemple, je ne vous dis pas que c'est ça qui est exactement écrit sur la bouteille, mais par exemple, la vitamine B, même la vitamine D, la vitamine C, vous dites, prenez une capsule par jour. Comment vous savez que vous devez prendre une capsule par jour et pas plus? Parce qu'ils ont fait des expériences sur les Amérindiens. Il y en a qui ont réduit le niveau de vitamine qu'ils devaient prendre. Il y en a qui l'ont augmenté. C'est comme ça que vous savez que vous avez une certaine posologie. C'est quoi la posologie? Vous avez ils vous disent des instructions comment prendre ces médicaments, comment prendre ces pilules, parce qu'ils savent que si vous prenez trop de pilules, sûrement ça va générer une réaction dans votre corps, dans votre foie, dans votre intestin. Comment ils savent? Parce qu'ils ont fait ces expériences-là sur les Amérindiens, afin de développer la posologie que vous avez aujourd'hui sur les pilules que vous prenez, par exemple, que ce soit les vitamines, que ce soit vos Tylenol, et ainsi de suite. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils faisaient des expériences sur nous. Juste pour ça. Rien de plus, rien de moins. C'est comme ça que vous savez quel est le nombre de médicaments à prendre par jour. Quelle est la posologie à ne pas dépasser, et ainsi de suite. Continuons à lire. Et pour que tous les résultats puissent être correctement mesurés, une école n'a eu droit à aucun de ces suppléments. Donc, comme vous savez qu'il vous faut un certain nombre de vitamines, parce qu'il y a une école qui a eu droit à aucun des suppléments et qu'ils ont pu observer les résultats par rapport aux enfants et aux adultes qui n'avaient droit à aucune de ces vitamines. Vous comprenez? Ces expériences répugnantes aujourd'hui auraient probablement été considérées comme douteuses sur le plan éthique, même à l'époque. Donc, même à l'époque, même si c'était considéré comme... Il n'y a même pas de mot pour vraiment décrire ça. C'est vraiment, ils disent ça, c'était douteux. Comme si, est-ce qu'ils devraient le faire vraiment ou pas? Est-ce que vraiment on devrait soumettre des enfants ou même n'importe quel adulte à ces expériences ou pas? Pour de vrai, eux n'en avaient rien à faire. Et comme on vient de lire dans Deutéronome, chapitre 28, verset 50, cette nation ne prendra pas en considération la personne des vieillards et ne fera pas preuve de faveur envers les jeunes non plus. Donc, ils ne prennent pas en considération que vous soyez un enfant ou pas. Ce n'était pas leur problème. Vous étiez juste un bon cobaye, rien de plus, rien de moins. Et ça, c'est le même oppresseur qui nous dit d'aimer tout le monde. C'est le même oppresseur qui nous dit, qui nous force à s'intégrer à lui, qui nous dit d'abandonner notre culture pour adopter la sienne. Ce même oppresseur-là a développé la médecine de la gynécologie, la posologie, des médicaments en faisant des expériences sur nous. Vous comprenez? ISUPK Boston, hey, shalom, Adawan Yabashim Shabrak Thought. Water for tuning in. This class is in French though, but if you have any questions or comments, feel free to put it in the chat. Vous comprenez? Là. On va voir si on n'est pas plus sur l'article. Donc, on est à la fin de l'article. On va passer à l'article suivant. OK? Parce que ce n'est pas fini. Comme je dis, ce n'est pas un ordre chronologique spécifiquement, mais ces atrocités-là sont monstrueuses. Juste un instant.
Comme ça parle de quoi? Ça parle de alligator bait ou d'appât d'alligator. Pourquoi on parle de ça? Croyez-le ou non, les esclaves ont été utilisés en tant qu'appât pour alligator. Les années 1800, les années 1900, lorsque ils aimaient faire... on sait déjà que les Blancs, ils aiment ça chasser tout animal. Mais pour chasser l'alligator, ils nous utilisaient, nous, en tant qu'appât. Allons lire plus sur les appâts d'alligator. Représenter les enfants afro-américains comme des appâts pour alligator était un trope courant dans la culture populaire américaine au 19e et au 20e siècle. Le motif est présent dans un large éventail de médias, notamment des articles, des journaux, des chansons, des partitions et des arts visuels. Donc, c'était même, juste dans les médias, comme vous allez dans les médias d'aujourd'hui, dans les journaux, de la musique, ainsi de suite, des articles, des cartes postales, des chansons. Ils faisaient des chansons, des cartes postales, ainsi et tout, avec le fait que nous étions utilisés en tant qu'appât pour alligator. Et ils disent que c'était une légende urbaine, mais ça a été documenté à plusieurs endroits, surtout en Louisiane et en Floride, comme quoi on était vraiment utilisés en tant qu'appât pour alligator. Donc, ce n'est pas seulement une légende urbaine, ça arrivait vraiment que nous étions utilisés en tant qu'appât pour alligator. Comprenez? Ça dit, il existe une légende urbaine affirmant que des enfants ou des nourrissons noirs étaient en fait utilisés comme appât pour attirer les alligators. Donc, non seulement c'est les enfants, même des nourrissons, ce qui veut dire quoi? Quasiment des nouveau-nés qu'ils utilisaient pour appât pour alligators. Et ils disent que c'était une légende urbaine, mais il y a des preuves comme quoi on était utilisé pour appât comme alligator. Juste un instant, allons dans le prochain article qui vous montre que les enfants noirs ont-ils été utilisés comme appât pour alligator dans le sud des États-Unis? OK? Juste un instant. Laissez-moi juste agrandir l'article un peu plus pour vous. Parfait. Je vais dire, les Européens étaient noirs aussi, la Chine ancestrale, elle aussi. Et qu'est-ce que tu veux dire? Quel est le but de ton commentaire? Ces Européens noirs, ces Européens qui étaient noirs, nous étions ces Européens noirs avant que les Européens ne reprennent possession de l'Europe. Donc, quel est le but de ce commentaire? Donc, dans cet article, okay, ça vous dit quoi? Une anecdote historique qui circule sur les réseaux sociaux depuis la fin des années 2000 prétend révéler un exemple choquant et peu connu de cruauté raciste dans le passé des États-Unis, à savoir que des chasseurs blancs en quête de profit dans le sud profond du 19e et au début du 20e siècle, des bébés esclaves noirs étaient utilisés pour attirer les alligators hors des marais, hors des marécages, afin qu'ils soient tués et que leur peau puisse être récoltée. Donc, comme aujourd'hui, vous avez des appâts pour pêcher du poisson, nous étions les appâts pour qu'ils puissent chasser l'alligator. C'est aussi simple que ça. Donc, cette anecdote-là, c'est écrit en anglais, donc je vais le lire, je vais le traduire. Alligator hunting was very profitable in the 1800s and 1900s. The skins were used to make shoes, bags, belts, and other items. However, white hunters often lost their arms and sometimes their lives as they rustled the swampy waters at night attempting to attract alligators to the surface. So they decided to use slave babies as bait. Ça dit quoi? Donc, la chasse à l'alligator était très profitable. Ils faisaient du profit avec la chasse à l'alligator dans les années 1800 à 1900. Et leur peau était utilisée pour faire toutes sortes de choses, comme des chaussures, vos sacs à main que vous aimez en crocodile, des ceintures et d'autres appareils. Vous comprenez? Mais cependant, les chasseurs blancs perdaient leur vie, perdaient leurs jambes, perdaient leurs bras, très souvent, et même leur vie, lorsqu'ils essayaient d'attirer les alligators pendant la nuit, pour les attirer à la surface. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'utiliser des bébés esclaves en tant qu'appât pour alligators. Dans quel but? Dans le but de ne pas perdre un bras, une jambe, une main, ou même une vie pendant la chasse à l'alligator.
This horrendous act was later characterized in sheet music, postcards, and figurines. Years later, a candy manufacturer of black licorice drops created a distasteful advertisement that featured a hungry-looking alligator leering at a bug-eyed black baby. Donc, ensuite à ça, cet acte atroce ensuite a été caractérisé dans de la musique, encore une fois, sur des cartes postales et même des figurines. Et des années plus tard, un fabricant de bonbons, avait fait une publicité en mettant sur sa boîte un alligator qui semblait être affamé, en train de regarder un enfant noir avec des gros yeux, une caricature d'un bébé noir en fait. Ok. On va voir ça un peu plus sur l'article. Entre autres endroits, ces affirmations sont développées dans un message du forum d'avril 2012 affirmant que les nourrissons noirs étaient non seulement systématiquement servis comme un repas pour alligators, mais horriblement écorchés vifs en préparation. Donc non seulement ils nous utilisaient en tant qu'appât pour alligators, mais vous voyez, pour ceux qui sont déjà été à la pêche, vous voyez comment vous accrochez un ver de terre ou un appât à un hameçon? Ok? Plusieurs fois, qu'est-ce que vous faites des fois? Vous voyez que si vous êtes allé à la pêche dans des eaux profondes, par exemple, pour un plus gros poisson, ou même dans la mer, ce qu'ils font, vous coupez le poisson ou vous l'ouvrez pour que ça saigne. Ils faisaient exactement la même chose. Ils écorchaient vifs, vous comprenez? Et dans certains cas, même ils les dépeçaient vivants pour attirer l'alligator. C'est ça qu'ils faisaient avec les bébés noirs. Alligator bait, ou appât d'alligator, est le terme chasse d'une activité menée par des hommes blancs, principalement dans les marais de la Louisiane et de la Floride, dans tout le sud. Ces blancs étaient malades au-delà de toute croyance. Ces chasseurs d'alligators devaient attirer les plus gros alligators avec de la chair et du sang humain. Et ce n'est pas juste l'article qui vous dit ça. Ça, c'est un message d'un forum qui vous explique ce qui est arrivé dans ces années-là. Vous comprenez? Ça fait partie des atrocités qu'ils ont commises contre nous. À l'époque de l'esclavage, nos ancêtres en Amérique n'étaient considérés que comme un 3/5 d'un être humain, ce qui veut dire un 3/5 d'un être humain. On n'était même pas considérés comme la moitié d'un être humain. C'est pourquoi ces chasseurs malades n'avaient aucun respect pour la vie humaine. Les chasseurs d'alligators ont kidnappé les bébés noirs, ils les ont écorchés vifs, ont attaché leur cou à une ficelle et les ont jetés dans un marais. Suspendez-les près de la bouche d'un alligator affamé de 700 livres. Ces bébés noirs ont été volés, mis en cage et nourris entiers aux alligators. Voilà ce qui nous arrivait. Aux mains du même peuple que vous voulez encore pardonner aujourd'hui. Aux mains du même peuple à qui vous voulez vous assimiler encore aujourd'hui. Dont vous voulez adopter la culture. Et qu'est-ce qu'on a lu plus tôt dans Deutéronome chapitre 28, verset 50, que cette nation n'a aucune considération ni pour les vieillards, ni ne fera faveur envers les jeunes. Ce n'est pas leur problème que le bébé soit un nourrisson, qu'il vienne de naître, qu'il ait même quelques mois, quelques jours. Ils allaient kidnapper ces bébés-là, ils allaient les utiliser en tant qu'appât pour alligator. Et encore aujourd'hui, vous croyez que cet homme-là n'est pas un monstre sur la face de la terre? Vous forcez encore aujourd'hui à croire que peut-être vous allez pouvoir sûrement trouver la personne blanche qui aime notre peuple, qui n'a aucune malice en elle. Vous savez quoi? Juste pour être sûr qu'il ne nous arrive rien, on va même dans l'ISPK, on ne cherche même pas à savoir laquelle personne blanche aime les noirs de tout son vif. On va aimer les nôtres, on va seulement s'occuper des nôtres. Tant que vous allez continuer d'essayer de vous joindre à un peuple qui vous utilisait en tant qu'appât pour alligators, qui nourrissait les alligators avec vos enfants, avec vos bébés, avec vos nourrissons. Continuons à lire. Un article, non, c'est pas là. Un article paru en 2014 dans le Miami News Times reconnaît que ces affirmations
sont étayées par de bonnes recherches. Donc, ce n'est pas juste des spéculations, ce n'est pas que spéculer par rapport au fait qu'on a utilisé dans Kappa pour alligator, ce n'est pas juste une légende urbaine. Ils ont fait des recherches, ils ont pu prouver que cette soi-disant légende urbaine est plus que véridique. Il a assez bien été documenté récemment que pendant l'esclavage et au XXe siècle, des bébés noirs étaient utilisés comme appât pour alligator dans le nord et dans le centre de la Floride. Donc vraiment, à travers la Floride, on a été utilisés comme appât pour alligator. Vous voyez, il parle des Everglades, vous avez déjà vu, où il parle des Everglades en Floride. Vous voyez ces alligators qu'ils ont dans les fermes d'alligators, et ainsi de suite. On a été utilisés en tant qu'appât pour qu'ils aient ces alligators aujourd'hui dans ces fermes-là. Comment vous avez beaucoup de sacs en crocodile aujourd'hui, de sacs en peau d'alligator ont été utilisés comme appât pour qu'ils puissent attraper ces alligators-là. Vous comprenez, ils nous nourrissaient aux alligators. On va voir si on n'a pas plus par rapport à ça. Sinon, on va passer au prochain article. C'est tellement même raciste qu'ils ont non seulement fait des films et des chansons populaires. Regardez ce que ça va vous dire. De même, la représentation des enfants noirs comme des appâts pour alligators s'est perpétuée dans des films et dans des chansons populaires. Par exemple, la berceuse Mama's Little Alligator Bait, composée par Henry Wise et Sidney Perrin en 1899. Donc, ils ont composé des chansons avec le fait qu'on a été utilisé en tant qu'appât pour alligator. Laissez-moi vous lire un verset de la chanson. Ça disait quoi? Vous voyez, comment s'appelle cette chanson-là? Mama's Little Alligator Bait. Comment ça sonne comme Hush baby, don't you cry. Mama's little Pekingese gwine to get a present mighty soon. When the stars am I peeping and the moon it am I creeping, then your mommy's gwine to sing this tune. Shut your eye, by and by, mom will whip you if you cry. Someone am I coming to the gate. Go to sleep, don't you peep. Listen to me, tell you, your mommy's little alligator bait. Donc, il faisait des chansons racistes du fait qu'on a été utilisé en tant qu'appât pour alligator. Je vais vous donner la traduction, bien sûr. Chut, bébé, ne pleure pas. Le petit copain de maman pour recevoir un cadeau très bientôt. Quand les étoiles regardent et la lune, elle rentre, et le copain de ta maman chante cet air. Ferme tes yeux au revoir et au revoir. Maman te fouettera si tu pleures. Quelqu'un arrive par la porte, va dormir, ne regarde pas. Écoute-moi te dire, ta maman, ton petit appât pour alligator. Vous comprenez, ce sont les chansons racistes qu'il faisait contre nous. Ok, on va voir si on n'a pas un peu plus sur l'article. Ok, parce que j'essaie d'aller un peu plus vite parce que, comme vous dites, j'ai un écrit qui va vous choquer. Juste un instant. On va finir avec cet article-là. Si vous voulez en faire plus de recherches, vous pouvez aller rechercher les appâts pour alligator ou alligator's bait. Vous comprenez? Et vous allez en savoir plus par rapport au fait qu'on a été utilisé comme appât pour alligator, principalement dans le sud des États-Unis. Donc ensuite, bien sûr, on ne peut pas mentionner les atrocités qu'ils ont commises sur nous sans mentionner, bien sûr, Christophe Colomb. Donc, cet article qui nous montre 9 raisons pour lesquelles Christophe Colomb était un meurtrier, un tyran et un scélérat. Une des raisons, Christophe Colomb a kidnappé une femme caraïbe et l'a donnée à un membre de l'équipage pour qu'il la viole. Donc, c'était très commun pour Christophe Colomb juste pour kidnapper des femmes et qu'il les offrait aux hommes de son équipage. Pas seulement Christophe Colomb, pas seulement les Espagnols, tous faisaient ça. Les Espagnols, les Portugais, les Français, les Anglais, les Néerlandais, tous faisaient exactement la même chose. Donc, Bergreen cite que Michel de Cuneo, qui a participé à la deuxième expédition de Colomb vers les Amériques, ça c'est dans un journal, donc il notait tout ce qu'il voyait, ou beaucoup de choses qu'il voyait, il les notait dans des journaux. Et pendant la deuxième expédition de Christophe Colomb vers les Amériques, dans le journal qui a été noté à la page 143, ça disait quoi? Il disait, Michel de Cuneo a dit, pendant que j'étais dans le bateau, j'ai capturé une très belle femme que Lord
Lord amiral, il parle de Christophe Colomb, m'a donné. Quand je l'avais emmenée dans ma cabine, elle était nue, comme c'était leur habitude. Ça, c'est un mensonge. Ils vont toujours vous faire croire que les Amérindiens et les Noirs qui sont amenés ici étaient nus, juste vêtus de paille, alors que c'est faux. Vous pouvez même aller voir l'attirail des Amérindiens. Ils n'étaient pas nus dans les forêts, ils n'étaient pas nus dans les îles. Ils vont juste vous faire croire qu'ils étaient nus. Pourquoi? Pour vous donner l'impression qu'ils ont amené la civilisation, ils ont amené les vêtements aux Amérindiens, alors que c'est faux. Ensuite, il dit quoi? Il dit, j'étais rempli de désir pour prendre mon plaisir avec elle et j'ai tenté de satisfaire mon désir. Donc, il voulait coucher avec elle, il a tenté de satisfaire son désir. Elle ne voulait pas et m'a tellement traité avec ses ongles que j'aurais aimé ne jamais avoir commencé. Il a violé la femme et elle se débattait. Et tellement elle se débattait, il a même regretté d'avoir essayé de la violer, mais il a quand même continué à le faire. Et ça arrivait à travers les Antilles, à travers les Amériques, et les Amériques pareillement, aux mains des Espagnols, des Portugais, des Anglais, des Français, des Néerlandais, aux mains de tous nos maîtres esclavagistes. Allons voir qu'est-ce que l'homme de Christophe Colomb a dit ensuite. Il dit ensuite, j'ai alors pris un morceau de corde et je l'ai fouetté violemment. Elle a poussé des cris si incroyables que vous n'en auriez pas cru vos oreilles. Finalement, nous en sommes arrivés à un tel accord, je vous l'assure, qu'on aurait cru qu'elle avait été élevée dans une école de putains. Donc, il a tellement battu la femme avec cette corde, il a tellement fouetté violemment qu'elle poussait des cris que même vous ne pouvez même pas croire. Vous n'avez même pas dit que ça aurait été des cris humains. C'est ça qu'il essaie de décrire. Et qu'au final, elle s'est laissée faire. C'est tellement laissé faire qu'il a dit qu'elle aurait été élevée dans un bordel avec des prostituées. Pas parce que c'était une prostituée ou qu'elle avait nécessairement une expérience sexuelle, non. Mais elle se laissait faire, elle disait, peu importe ce que cet homme me fait, elle va le laisser faire parce qu'elle ne voulait plus se faire battre. Elle s'était déjà tellement débattue qu'elle n'avait plus de force pour se débattre. Et ça, c'est des atrocités qu'ils commettaient contre notre peuple, qu'ils veulent encore nous faire oublier. Ils ne vont jamais vous faire oublier ce qui est arrivé le 11 septembre. Ils ne vont jamais faire oublier aux imposteurs, aux soi-disant juifs, les imposteurs qui sont en train d'oppresser les Palestiniens. Ils ne vont jamais leur faire oublier les atrocités que les nazis ont commises contre eux. Ils ne vont jamais vous faire oublier toutes les guerres et les révolutions ou tout ce dont leurs ancêtres ont subi, que ce soit en Seconde Guerre mondiale ou il y en a qui ont envoyé leur grand-père, leur arrière-grand-père dans la guerre du Vietnam, la guerre coréenne. Ils ne vont jamais vous faire oublier ça. Mais ils vont vous faire oublier les atrocités qui ont été commises contre vous, par exemple. Ils vont vous faire oublier le fait que Christophe Colomb kidnappait des femmes et les offrait pour viol à ces hommes. Continuons à lire un peu plus. À Hispaniola, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Hispaniola, c'est l'île où il y a Haïti et la République dominicaine. À Hispaniola, un membre de l'équipage de Christophe Colomb a publiquement coupé les oreilles d'un Indien pour choquer les autres et les amener à se soumettre. Ça, c'était à travers les Caraïbes. Qu'est-ce qu'il faisait? Même en Martinique, on a un terme le terme c'est oreille, qui se traduit ainsi, c'est veut dire oreille. Pourquoi? Parce que c'était très commun de couper les oreilles des esclaves. Après une attaque de plus de 2000 Indiens, Colomb demanda à un subalterne à l'honneur de Ojeda de lui amener 3 dirigeants indiens que Colomb ordonna ensuite de décapiter publiquement. Ojeda a également ordonné à ses hommes d'attraper un autre Indien, de l'amener au milieu de son village et de lui couper les oreilles en guise de représailles pour le fait que les Indiens n'avaient pas aidé les Espagnols lors du passage à gué d'un ruisseau. Donc, juste pour le fait qu'ils n'auraient pas indiqué le passage à travers un certain ruisseau, ils ont dit, vous savez quoi? Parce qu'ils ne nous ont pas aidés, on va les amener, on va les décapiter et on va couper ses oreilles. Juste pour ça. Évidemment, des fois, c'était même pire que ça. Même pour aucune raison, ils nous mutilaient. Ça, vous pouvez voir le livre, ça s'appelle Bear Green. Ça, c'était les pages 170 à 171 qui racontent les récits, même pas les récits, mais qui vous décrivent ce qui est arrivé pendant la conquête de l'Ouest. Continuons à lire. Christophe Colomb a kidnappé et réduit en esclavage plus d'1 millier de personnes à Hispaniola. Il parle seulement d'Hispaniola. Il ne mentionne même pas les autres îles. Imaginez les autres îles. Vous comprenez? Excusez-moi. Selon Cuneo, Colomb a ordonné la saisie de 1500 hommes et femmes. On a laissé
partir 400 et en a condamné 500 à être envoyés en Espagne et 600 autres à être réduits en esclavage par les hommes espagnols restés sur l'île. Donc, beaucoup d'esclaves, pour ceux qui ne savent pas, ont été ramenés en Europe, que ce soit en Espagne, en France, en Angleterre, ainsi de suite. Beaucoup d'Amérindiens, même des Noirs, ont juste été ramenés en Europe. Ils n'ont pas tous été réduits en esclavage dans les Caraïbes ou dans les Amériques. Beaucoup d'entre eux ont été ramenés en Europe. Et vice-versa. Environ 200 des 500 envoyés en Espagne sont morts pendant le voyage et ont été jetés par les Espagnols dans l'Atlantique. Encore une fois, ça c'est dans le livre, dans le journal de Bear Green, page 196 à 197. Et il y en a qui spéculent aujourd'hui que vous voyez pourquoi il y a beaucoup de requins dans l'océan Atlantique. Il y en a qui spéculent, c'est encore à vérifier, mais ce n'est même pas farfelu, que pourquoi il y a tant de requins qui suivent la traversée exacte que les négriers prenaient, parce que le nombre d'esclaves qui étaient jetés des bateaux ont fourni aux requins une source abondante de nourriture. Vous comprenez? Donc, jusqu'à aujourd'hui, même les requins, ils suivent encore le même chemin que la traversée des négriers pendant l'esclavage. Parce qu'ils sont habitués à cette source abondante de nourriture. Continuons à lire. Colomb a forcé les Indiens à collecter de l'or pour lui, sinon ils mourraient. Colomb a ordonné à chaque Indien de plus de 14 ans de donner une grande quantité d'or aux Espagnols sous peine de mort. Donc, dès que vous avez plus de 14 ans, et vraiment ça, il y en a des fois qui étaient même plus jeunes que 14 ans. Parce qu'on est peut-être l'air plus vieux de ce que vous êtes en fait. Donc, si vous étiez considéré comme plus vieux que 14 ans, vous devez ramener de l'or, aller récolter de l'or pour les Espagnols. Sinon, vous étiez mis à mort. Ceux qui vivaient dans des régions dépourvues de beaucoup d'or ont été autorisés à donner du coton à la place. Les participants à ce système recevaient un jeton en cuivre ou en laiton estampé, porté au cou, ce qui est devenu un symbole de honte intolérable. Environ 50 000 Indiens se sont suicidés en masse plutôt que de se conformer aux ordres espagnols. Et ça arrivait très souvent, qu'au lieu de se conformer aux normes des Espagnols, des Anglais, des Français, ils préféraient se jeter des falaises. Ils préféraient se jeter des bateaux eux-mêmes. Ils ne voulaient même pas subir. Ils avaient déjà subi tellement d'atrocités qu'ils en avaient marre. Ils disaient, vous savez quoi? Trop, c'est trop. On ne peut pas vivre encore plus qu'on a vécu déjà. Vous comprenez? Moi, ils s'en voient un peu plus. Les colons de Christophe Colomb ont vendu des filles de 9 et 10 ans comme esclaves sexuels. Il avoue lui-même, donc Christophe Colomb lui-même a avoué dans une lettre à Doña Juana de la Torre, qui était amie de la reine d'Espagne, il a dit, il y a beaucoup de marchands qui cherchent des filles. Celles de 9 à 10 ans sont maintenant demandées et pour tous les âges, il faut payer un bon prix. Donc, il n'y avait aucune réglementation. Bien sûr, on sait déjà que notre oppresseur est dégueulasse. Non seulement il ne faisait aucune considération aux vieux et aux jeunes, on sait déjà comment il nous traitait, mais en plus, à partir des filles aussi jeunes que 9 ans, il rendait en tant qu'esclave sexuel. Ça, c'est notre oppresseur. Ça, c'est l'oppresseur que vous essayez de pardonner aujourd'hui. Que vous dites, il faut les pardonner parce que Dieu aime tout le monde. Est-ce que Dieu aimait Christophe Colomb? Lorsque vous dites, Dieu aime tout le monde, est-ce que Dieu aimait ceux qui demandaient à Christophe Colomb, ces jeunes filles de 9 et 10 ans? Vous voyez comment l'indoctrination de votre oppresseur ne fait vraiment aucun sens lorsque vous posez les vraies questions? Pensez-vous vraiment que Dieu aimait Christophe Colomb, qui non seulement a commis un génocide dans les Caraïbes, mais a aussi rendu en tant qu'esclave sexuel des filles? Non, il y avait aussi des jeunes garçons, aussi jeunes que 9 à 10 ans. Vous montrez à quel point vous avez une mentalité d'esclave en disant que Dieu aime tout le monde. Parce que disant que Dieu aime tout le monde, c'est que Dieu aime votre oppresseur. Dieu aime les personnes qui ont commis des atrocités contre vous. C'est ça que vous dites lorsque vous dites que Dieu aime tout le monde dans toutes vos églises. Vous comprenez? Continuons à lire. Des esclaves indiens ont été décapités lorsque leurs ravisseurs espagnols n'ont pas pris la peine de les détacher. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui attachaient les Indiens, qui kidnappaient, ainsi de suite. Si c'était trop difficile de les détacher, de défaire leur corps, puis les décapiter. Ils ne se prenaient même pas la peine de les détacher ou de se casser la tête avec ça.
et décapitaient tout de suite. Benjamin Keane, historien de la conquête espagnole des Amériques, a noté que plusieurs sources ont confirmé les récits de porteurs indiens épuisés, enchaînés par le cou, dont les Espagnols ont coupé la tête pour ne pas avoir à s'arrêter pour les détacher. Donc, beaucoup d'entre eux qui étaient enchaînés, qui portaient les Indiens, ainsi de suite, qui étaient ligotés, juste même pas pour ne pas se casser la tête de les détacher, ils les décapitaient et ils laissaient le corps juste là. Vous comprenez? On va finir avec cet article-là. On va montrer comment ces oppresseurs sont dégueulasses. Mais c'est pas tout. Allons, on vous a montré comment les Espagnols étaient dégueulasses, mais c'est on vous montrer même que c'était pas mieux avec les Anglais. C'était pas mieux avec les Français non plus. Je vais vous montrer ça. Est-ce que vous connaissez la dose de Derby ou Derby's dosage? Je vais vous montrer c'est quoi Derby's dose ou Derby's dosage. La dose de Derby était une punition et une torture cruelle et inhabituelle utilisée en Jamaïque pour punir les esclaves qui tentaient de s'échapper ou commettaient d'autres délits comme le vol de nourriture dans les plantations appartenant ou gérées par Thomas Thistlewood. Il y a un livre que, comme Thomas Thistlewood, plusieurs maîtres esclavagistes ont noté, pour je ne sais quelle raison, parce que même, on sait déjà que c'était des sadiques, mais ils notaient les tortures qu'ils faisaient subir aux esclaves. Vous allez voir pourquoi est-ce que ça a été appelé la dose de Derby. OK? La punition a été inventée par Thomas Thistlewood. Donc, ça disait quoi? Un autre esclave déféquait dans la bouche d'un mécréant qui ensuite bâillonnait la bouche pleine pendant 4 à 5 heures. Donc, Thomas Thistlewood, qui était le maître, a choisi un esclave. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, l'esclave s'appelait Henry ou Henry. Et il a pris notre esclave Derby. Et il a fait Henry chier dans la bouche de Derby. Ensuite, il a bâillonné Derby, la bouche pleine de merde, et le laissé là pendant 4 à 5 heures. Voilà pourquoi ça s'appelle la dose de Derby. La punition a été inventée par Thomas Thistlewood, un surveillant des esclaves, et nommé d'après l'esclave Derby, qui a dû subir cette punition lorsqu'il a été surpris en train de manger de jeunes tiges de canne à sucre dans un champ le 25 mai 1756. Donc, voyez comment vous savez que vous avez des dates aussi précises parce qu'il notait les atrocités qu'il commettait contre nous. Il ne croyait pas que c'est seulement Derby qui a subi cette atrocité-là. C'est juste été nommé après lui parce que c'est avec lui que Thomas Thistlewood a inventé cette punition. Ils ont même fait un film à cause de ça. Ils n'ont pas fait un film d'esclavage à cause de ça. Mais vous voyez, ils ont fait un film, comment ça s'appelle? Ils ont fait un film qui s'appelle... comment s'appelle le film encore? Je sais pas comment ça s'appelle. Je crois The Human Centipede, le centipède humain. Ils ont fait un film à travers. Et c'est d'où vous croyez qu'ils ont eu cette inspiration, d'après cette punition-là. Ils faisaient des esclaves chier dans la bouche d'autres esclaves. L'esclave qui avait toute cette merde dans la bouche, il le bâillonnait, il le forçait à fermer sa bouche, il le laissait là pendant 4 à 5 heures. Ça, c'était à quel point nos oppresseurs et sont toujours aussi dégueulasses. Vous comprenez? Thistlewood a enregistré cette punition ainsi qu'une autre punition de Derby en août de la même année dans son journal. Il avait un journal, comme parmi d'autres esclavagistes, ils avaient des journaux, comme des journaux intimes, ils avaient leurs journaux où ils notaient ce qu'ils faisaient pendant l'esclavage. Ils notaient comment ils nous pendaient par le cou, comment ils nous pendaient par les pieds, comment ils pendaient nos femmes enceintes, et qu'ils ouvraient leur ventre et prenaient le nourrisson et le jetaient contre des pierres ou contre des troncs d'arbres. Ils notaient tout ça dans des journaux. Vous comprenez? Imaginez ceux qui ne notaient pas dans les journaux. Imaginez ceux qui ne notaient pas dans les journaux, parce que tout ce on peut vous donner cette information-là parce qu'ils notaient ça dans les journaux. Imaginez ceux qui ne notaient pas dans leurs journaux intimes. Vous comprenez? Maintenant, allons dans le cri que j'allais vous donner. Pour question de temps, on va bientôt terminer la classe, je vais vous donner dans ce livre-là, écoutez, ce livre-là est plus qu'atroce. Juste en lisant un peu de ce livre-là, ceux qui ne sont pas prêts vont... C'est plus que choquant, en fait. Donc, juste un instant.
moi, je descends dans la partie du livre. Donc, ce livre-là s'appelle comment? Moi, je vais partager aussi mon écran. Donnez-moi juste 2 petites minutes. Ce livre-là s'appelle Les violences. Okay? Non, ça s'appelle La violence dans l'esclavage dans les colonies françaises. Donc, bien sûr, à travers les colonies françaises, que ce soit en Nouvelle-France, qui est le Canada d'aujourd'hui, que ce soit en Louisiane dans une majeure partie des États-Unis, mais surtout en Louisiane, ou même dans les Antilles françaises. Les Antilles françaises, c'était le pire dans les Antilles françaises. Que ce soit Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guadeloupe, la Martinique, ou même la Guyane, vous allez voir ce qu'ils ont commis contre nous. Vous allez être plus que choqués. Vous pouvez obtenir ce livre. Je vais mettre le lien pour le livre, juste un instant, dans notre chat YouTube. Je ne peux pas le mettre dans le chat de TikTok, malheureusement. Si vous voulez le livre pour aller dans le chat YouTube, vous pouvez juste nous contacter pour qu'on puisse vous fournir ce livre-là. Vous pouvez le lire pour vous-même. Ça s'appelle La violence dans l'esclavage dans les colonies françaises au 18e siècle. Donc, juste un instant. Ben, là, on va commencer là. Laissez-moi juste prendre ce passage. Ce livre, comme je vous dis, pour ceux qui ne sont pas prêts ou qui sont très sensibles, le livre n'est peut-être pas pour vous si vous êtes très sensible. Je vous dis ça d'avance. OK? Donc, laissez-moi aller à la page 14. On va voir des raisons pour lesquelles ils commettaient des actes de violence contre nous. Voilà la page 4. Non, pas la page 14, excusez-moi. C'est la page 12. Les raisons des violences des maîtres contre les esclaves. Elles sont nombreuses qui ont suscité tant de violence. Elles sont nombreuses les raisons qui ont suscité tant de violence à l'égard des Noirs emmenés en esclavage dans les différentes colonies françaises. Quoique leur statut mérita d'eux un contrôle strict, les motifs de leur mauvais traitement ont varié selon les réalités auxquelles étaient confrontés leurs maîtres. Donc, ce qui veut dire quoi? Ils avaient plusieurs excuses pour justifier la violence dont les esclaves étaient victimes. C'est juste ça. Ainsi, en plus de leurs besoins économiques, devraient-ils gérer le nombre sans cesse de croissant de ces esclaves qui devenaient une source d'insécurité. Pourquoi? Parce que les esclaves étaient beaucoup plus nombreux que les maîtres. Vous comprenez? À un niveau incommensurable. Donc, ils avaient un sens d'insécurité comme quoi, juste frapper quelqu'un, ils avaient peur que la personne qu'ils frappaient se retourne contre le maître et frappe le maître, ou se venge contre le maître. Parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient contre nous était... C'est vraiment aucun mot pour décrire ça. Vous comprenez? Il faut un livre pour savoir les raisons, pas compliqué, t'obéis pas et te fouette. Je comprends ta mentalité d'esclave, Macandal, pas de problème. Mais à la fin, ce livre-là va même expliquer que fouetter un esclave, déjà à la base, il disait même pas fouetter un esclave. À la base, ils avaient un autre terme pour fouetter un esclave qui était pire que de fouetter un esclave. Premièrement. Deuxièmement, fouetter un esclave, c'était même pas la pire des choses qu'ils faisaient contre nous. On va voir ça. Donc, descendons un peu plus. Il disait quoi? D'où l'édiction d'un certain nombre de règlements, dont le plus connu est le Code noir, l'âme des lois coloniales qui, loin de protéger les esclaves, a été pendant longtemps une source d'inspiration pour les planteurs dans la maltraitance quotidienne de ces esclaves-là. Vous comprenez? Donc, chaque jour, vous allez même voir dans ce livre-là, ça vous dit que chaque jour, on était subi à la mort. Vous comprenez? Alors, on descend à la page 13. 13 ou 14. OK. Bon, voilà.
Au-delà du prix dérisoire auquel les esclaves semblaient être vendus à travers cette allégation, le père là-bas évoque un fait majeur qui a trait à la manière dont les Noirs étaient acquis auprès des armateurs. En effet, contrairement à certains grands planteurs qui pouvaient se permettre d'acheter comptant leur main-d'œuvre servile, la plupart du temps, les esclaves étaient payés à crédit, et cela en produits coloniaux et dans un certain délai, comme le montre le père là-bas. Donc, comme on a vu les classes précédentes, vous comprenez, ce n'était pas seulement les riches, ce n'était pas seulement la bourgeoisie qui pouvait s'offrir des esclaves. N'importe qui pouvait s'offrir des esclaves. Ils avaient juste à faire un crédit. Vous comprenez, c'est juste ça. Il est donc probable que, tenus par le temps de remboursement qui leur était imparti, les propriétaires aient surchargé de travail leurs esclaves pour que ceux-ci remboursassent par eux-mêmes une dette contractée en leur nom et dont ils ne bénéficiaient pourtant pas des retombées. Selon Victor Schellcher, un esclave était soldé au bout de 3 ans des années de travail. Après cela, il pouvait mourir de besoin ou sous les coups de son maître. Donc, s'ils n'avaient pas à payer la dette qu'ils avaient en prenant un esclave à crédit, après 3 ans, un esclave était mis sous solde et il pouvait juste mourir de besoin ou sous les coups de son maître. Donc, après 3 ans, s'il ne pouvait pas payer la dette d'un esclave, l'esclave ne valait plus rien et il se débarrassait. Vous comprenez? Maintenant, j'ai déjà dit, si tu veux avoir une conversation, essaie de nous envoyer un message afin de prouver qu'on a tort. Si tu veux essayer de faire un débat, même essaie d'organiser un débat si tu veux, Macandal, pour prouver qu'on a tort, il n'y a pas de problème. Envoie-nous un message et on peut organiser ce débat-là. OK? Descendons ensuite. Allons à la page. Je vais aller juste un petit peu vite dans ce livre. Comme je dis, j'ai mis le lien où vous pouvez télécharger le livre. OK? Donc, ça, c'est cette page-là. Allons directement à la page, c'est quoi, la page 30, si je ne me trompe pas. Allons dans les atrocités qu'ils ont commises contre nous. Contrairement à ce que Macandal a dit, ce n'était même pas une question juste de se faire fouetter. Fouetter quasiment, c'est même presque quasiment si fouetter, vous aurez préféré vous faire fouetter que d'autres choses. Vous comprenez? Macandal, tu n'as jamais rien prouvé. Donc, je vais te mettre sur timeout, parce que tu n'as rien prouvé, tu fais juste parler pour rien. La prochaine fois, tu nous envoies un message, bien prouver qu'on a tort. Bien organiser un débat officiel pour prouver qu'on a tort. Ensuite, on va pouvoir te redresser la parole. Donc, comme je disais, on descend dans la page, je ne me trompe pas, la page 28, pas la page 30, page 28, où ça vous montre des actes de violence qui ont été perpétrés contre nous. Et ce n'est même pas seulement une question de se faire fouetter. Même quand on voit dans plusieurs films où les Noirs se faisaient fouetter, c'était même déjà pire que ça. Ce n'était pas 4 ou 5 coups de fouet qu'ils recevaient. Minimum 29 jusqu'à même 200 coups de fouet et même plus pour les Noirs. Donc pour les Amérindiens, ça pouvait être moins que 100 coups de fouet. Moins que 200 coups de fouet. Pour les Noirs, ça pouvait aller jusqu'à plus que 200 coups de fouet. Et ça ne se terminait pas au coup de fouet. Donc, ça vous dit quoi? Chapitre 2 de ce livre, les actes de violence perpétrés contre les Noirs. La violence, comme on l'a dit, était de bras armés de l'esclavage, et c'est grâce à elle que les infâmes propriétaires pensaient obtenir de leurs esclaves quelque travail et obéissance. Et comme dans tout système basé sur l'arbitraire, il a donné lieu à des actes de barbarie allant des supplices les plus simples et les plus supportables aux plus extrêmes, avec souvent des façons de les infliger qui dépassaient tout entendement humain. Des sévices corporels aux assassinats d'esclaves. Comme le dit le père Pluchon, l'image du maître cruel n'appartient pas à la légende. Ce qui veut dire que ne pensez pas que c'est juste une légende. Comme je vous ai montré un extrait la dernière fois, où la famille la plus riche de Martinique dit que c'était juste une légende du fait que les maîtres étaient cruels avec leurs esclaves. Mais ce n'était vraiment pas une légende, c'était plus que véridique. Voilà comment vous avez des écrits tels que la violence dans l'esclavage dans les colonies françaises. Ça arrivait pas vraiment à travers les Antilles et à travers les Amériques. Okay. Le système de l'esclavage a offert aux planteurs toutes les occasions de satisfaire leur penchant naturel à la violence et leur goût effréné de l'autorité sur ces créatures que l'intérêt avait livrées à leur merci. Donc, ils sont naturellement violents.
Ça, c'est la seule chose que notre oppresseur n'a pas volé à une autre culture, c'est l'art d'être violent, l'art de vouloir torturer les gens. Ça vient d'eux. La peur d'une éventuelle révolte qui les tourmentait développera chez eux un esprit fort inventif sur le plan des châtiments dont les formes les plus raffinées semblaient rivaliser d'ardeur les unes avec les autres. Je veux dire quoi? Donc, au fur et à mesure, ils continuent à inventer différentes sortes, différentes manières de nous torturer. D'autres pires, les unes pires que les autres. Et même, vous allez voir que dans le livre, ça vous dit que plus vous étiez imaginatif par rapport au traitement que vous voulez que ces esclaves subissent, mieux c'était en tant que maître. OK? C'est un instant. Aussi fort doute que les prérogatives que leur accordait le code noir sur leurs esclaves, mais surtout de l'impunité dont il les rassurait d'avance. Les propriétaires n'eurent-ils point le mal à appliquer à tort ou à raison sur ces noirs sans défense, les peines prescrites et parfois même dépassant les limites, faute de contrôle ou même de laxisme des tenants du système? Le code noir, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste c'est un livre. J'ai oublié le tour de ce livre, mais ça a été autorisé par Louis XIV, qui disait aux maîtres d'esclaves comment agir avec leurs esclaves et qu'il y avait certaines sanctions par rapport au traitement que les esclaves subissaient. Mais on sait déjà qu'aucun de ces maîtres-là ne suivait même ou n'adhérait même à ces réglementations. Donc, Caroline Houdin-Bastide divise en deux catégories les actes de violence quotidienne perpétrés sur les Noirs. La violence légale et la violence illégale. Qui en gros, la violence, c'est juste de la violence à la fin de la journée. Légal ou illégal. Les deux sont immorales de toute façon. La première se divise en deux et comprend la violence de stimulation et la violence de châtiment. La violence stimulation désigne celle qui était employée pendant le travail pour augmenter la productivité. Donc, par exemple, les coups de fouet dont Marc Andal a mentionné plus tôt. Celle-ci s'appliquait exclusivement aux esclaves dits agricoles qui étaient considérés comme de véritables bêtes de somme. Une bête de somme, par exemple, du bétail que vous utilisez aujourd'hui pour retourner la terre. Pareillement, comme ils fouettent le bétail aujourd'hui, ils fouettaient pareillement les Noirs, mais c'était pire. Quant à la violence châtiment, elle était autorisée par la loi pour punir tout manquement des esclaves. La violence châtiment, par exemple, comme ce qui a été démontré dans le film Kunta Kinte, pour ceux qui ne connaissent pas ce film-là, où on coupait les pieds des esclaves qui fuyaient les plantations, par exemple. Et même pire, je vais vous montrer que c'était même pire que ça. Et je ne vais même pas vous donner tout le livre, parce qu'on n'a pas le temps pour cette classe-là, mais on va faire une deuxième partie où je vais vous montrer, vous comprenez, pire que ça. Makanda encore, il fait son troll. Makanda veut s'amuser dans le chat avec différents comptes. Arrête pas ton couillon, frère. Donc, la seconde catégorie, la violence illégale, qu'elle appelle aussi violence-passion, était celle qui n'autorisait aucune loi et qui était employée par les propriétaires selon leur propre chef, leur caprice pour inculper la peur et le respect aux esclaves afin de les asservir. Donc, cette violence considérée comme illégale, vraiment, c'était tout ce que vous pouvez considérer comme ce qu'on vient de voir plus tôt, par exemple, la dose de derby où ils mettaient en pratique leur imagination pour faire peur aux esclaves, pour instaurer la peur et pour faire des exemples. Vous comprenez? Elle allait jusqu'à l'extrême cruauté, voire au meurtre, et était constamment tolérée par le système dont la survie en dépendait. Le premier acte de violence corporelle auquel étaient confrontés les esclaves qui, après avoir survécu aux affres de la traversée parvenue dans les colonies, était le marquage. Donc, le premier acte de violence qu'on subissait, c'était de se faire marquer. Tout comme aujourd'hui, ils marquent les bœufs, ils marquent les vaches au fer. On était marqué au fer dès qu'on descendait du bateau. Dès qu'on descendait des négriers, on était marqué au fer. On va voir si on n'a pas plus à lire. En effet, après avoir acquis au prix fort leurs marchandises humaines, les planteurs, à l'aide d'un fer porté au feu, marquaient leurs esclaves de leurs initiales, sans qu'ils aient commis le crime. Donc, pas besoin de commettre un crime pour être marqué au fer. Dès que le maître vous achetait, vous étiez marqué au fer pour démontrer que vous appartenez à telle famille.
à telle plantation, ainsi de suite. Ils se servaient pour cela d'une lame d'argent mince tournée de façon qu'elle forme leurs chiffres. Si par ce procédé, il signifiait aux autres colons qu'il s'agissait désormais de leur propriété, pour les esclaves, il y avait une toute autre signification. Donc pour nous, c'était différent que de juste être « Oh, j'appartiens à un tel, par exemple ». Vous comprenez? Pour nous, c'était considéré comme une perte d'identité, comme si on n'appartenait plus à nous-mêmes. On n'avait plus le droit, on n'avait plus aucun droit à la base. On appartenait à quelqu'un, on n'était plus des humains dès qu'on était marqué. C'était encore pire que juste d'être sur le bateau. Vous comprenez? C'est la prochaine étape après le bateau, après les négriers. Vous comprenez? Ce marquage n'était pas le premier, puisque les marchands d'esclaves marquaient parfois ainsi leur cargaison. Donc, on n'était pas nécessairement marqué lorsqu'on descendait du bateau après avoir été acheté, mais dès qu'on allait sur le bateau, on était marqué en tant que cargaison, en fait. Vous comprenez? Avant le départ pour les colonies. Et pour que chaque esclave vendu, ou chaque fois qu'on changeait de maître, des fois, il nous marquait à nouveau avec un nouveau fer. Donc nécessairement, vous n'étiez pas nécessairement marqué une seule fois au fer, mais à plusieurs reprises, dépendamment de si vous changez de maître, par exemple. Si une plantation vous vendait à une autre plantation, ou si vous transférez, vous échangez, dès que vous appartenez à un autre maître, à une autre famille, on vous marquait de nouveau. Dès que vous remettez sur le marché, ce qui était rare, vu que la plupart du temps, dès que vous étiez vendu, on ne vous remettait pas sur le marché, vous vous suicidiez ou on vous tuait, mais vous étiez encore marqué au fer. Vous comprenez? Aussi, outre les coups de poing et autres coups de pied dont on les rouait régulièrement, l'autre type de violence infligée aux Noirs était le fouet. Présent au début de l'esclavage, il était le symbole de l'ordre et il restera en vigueur jusqu'à l'abolition de l'institution. Du début à la fin de l'esclavage, il nous fouettait. Comme Makanda a mentionné plus tôt, vous comprenez le fouet, mais on va voir que soit le fouet ou le fer, c'est même presque considéré comme rien. Ce n'est pas juste 1 ou 2 coups de fouet non plus qu'on recevait. C'était environ 50 coups de fouet, même plus parfois. Juste un instant, il disait que le fouet faisait partie de notre quotidien. Et c'était fait de cuir brut. Il avait l'art de creuser de profondes entailles dans la peau de celui qui en subissait la rigueur. Et chaque fois qu'un coup lui était porté, d'ailleurs dans les colonies françaises, comme par exemple Haïti, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guadeloupe, Martinique, ainsi de suite, Sainte-Lucie, vous comprenez? On ne disait pas fouetter un esclave, mais plutôt tailler un esclave. Et la décision d'infliger cette punition était soumise à la seule discrétion du maître, car il était sur son habitation à la fois l'accusateur, le juge et le bourreau. Donc, il ne disait pas de fouetter un esclave, mais plutôt de tailler un esclave. Pourquoi? Parce que ce n'était pas juste un coup de fouet où vous aviez une marque sur le dos, mais littéralement, il voulait tailler votre peau, il voulait littéralement ouvrir vos blessures, il voulait ouvrir des plaies sur votre dos, sur votre ventre, ou peu importe où vous fouettez avec ce fouet-là. Vous comprenez? Alain a dit, pouvez-vous nous donner les origines du marquage pour faire? Ça remonte même avant, comment ça s'appelle? L'Europe médiévale, même avant l'Europe médiévale, même si je ne me trompe pas, seulement pendant, je vais voir si je peux trouver ça pour vous, je n'ai pas envie de juste spéculer d'où sont les origines du marquage au fer, mais même depuis avant l'esclavage, on était marqué au fer. Même les Romains et les Grecs marquaient leur bétail au fer. Et comme on sait aujourd'hui, l'Empire caucasien aujourd'hui a pris exemple sur les Romains et les Grecs, comme quoi ils marquaient aussi leur bétail au fer. OK? Donc, laisse-moi juste prendre en note cette question. Comme ça, je peux vous trouver exactement les origines pour la semaine prochaine. J'ai du marquage au fer. Donc, Alain, je te reviendrai sur cette question la semaine prochaine, parce qu'on va faire une deuxième partie de la classe d'histoire. Mais revenons vite fait sur l'écrit, qui est la violence dans l'esclavage des colonies françaises. Donc, non seulement il ne disait pas de fouetter un esclave, mais de tailler un esclave avec le fouet, et que c'était le maître d'esclave qui décidait l'ampleur de la punition. Il pouvait donner autant de coups qu'il voulait selon la gravité de la faute commise par le prévenu et n'avait aucun compte à rendre à personne. Donc, il n'avait pas besoin de dire « Oh, tiens, mon esclave a
commis telle infraction et je l'ai puni, et voici la gravité de la punition, ou voilà le nombre de coups de fouet que je lui ai donné. On en a vu pour punir un esclave requérir et administrer 29, 50, 100, voire même 200 coups de fouet, voire même plus à des Noirs. Donc, avec les Amérindiens, ça pourrait aller, ils disaient entre 29 et 200 coups de fouet, mais pour les Noirs, ça pourrait aller plus de coups de fouet. Et encore une fois, ce n'était pas juste fouetter des Noirs, mais c'était de tailler les esclaves. Vous comprenez? Et cela paraît exagéré, mais comme le dit Benjamin Frossard, la traite des nègres donne lieu à tant d'actes de cruauté qu'elle rend tout croyable. Vous comprenez? Donc même, peu importe comment ils disent qu'on vous fouettait auparavant, imaginez encore pire. Vous voyez comment, pour ceux qui ont vu des films d'esclaves, par exemple, 12 Years a Slave ou Django, imaginez ça, mais encore 100 fois pire. Parce que là, ils vous montrent juste qu'ils fouettaient un esclave et l'esclave avait juste peut-être des marques sur le dos où ça saignait un petit peu. Mais de dire qu'il fallait tailler l'esclave avec le fouet, c'était plus qu'atroce. Et même si ce livre, ça parle des Antilles françaises, ça arrivait dans toutes les Antilles et dans les Amériques, dans les colonies. Je n'aime pas vous parler du livre de Delectable Negro, ou Le Nègre délicieux, où il montre qu'il non seulement nous mangeait, mais faisait les esclaves se mangeaient entre eux littéralement. Il y a un esclave, je vais essayer de trouver le nom de l'esclave. Les maîtres ont fait l'esclave se mutiler ses parties privées et ont forcé l'esclave à manger ses propres parties privées avant de le tuer. Voilà le sort d'atrocité que l'on subissait aux mains de nos maîtres. Mais quelles étaient les fautes ordinaires commises par les esclaves et qui méritaient qu'on les traitât avec autant et avec autant de sévérité? Vous allez voir. En croire certains auteurs, outre celles dont la loi coloniale prévoyait des sanctions, c'est-à-dire le marronnage, le vol ou tout acte de défiance au maître, toutes les autres occasions étaient bonnes pour les faire souffrir. Ce qui veut dire quoi? Ils trouvaient n'importe quel prétexte pour nous punir, de toutes sortes de façons. Par exemple, un retard, un simple regard, un mot, un geste accidentel, une erreur, un accident ou une faiblesse étaient autant motifs pour lesquels un esclave pouvait être fouetté, et ce, à n'importe quel moment de la journée. Vous vous réveillez en retard, vous êtes malade, vous n'êtes pas aussi productif, que ce soit au sommeil, au réveil, vous pouvez même être sur votre lit de mort. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas être puni. Le maître, dès qu'il se disait, vas-y, je vais tailler cet esclave avec le fouet, c'était bon pour vous. Vous comprenez? Et comme si cela ne suffisait pas de leur infliger autant de douleur, la flagellation devait être éclatante. Elle devait être publique de sorte que, dans un premier temps, leur supplice serve à égayer un public de colons en mal de distraction. Et de l'autre côté, par sa rudesse. Donc, à la base, pourquoi c'était public? Aussi, et de servir d'exemple aux autres esclaves en brisant en eux tout désir de contestation de malheureux sorts. Donc, non seulement pour briser l'esprit des esclaves qui voulaient se rebeller, mais aussi pourquoi? Pour distraire les autres colons. Donc, lorsqu'il était temps de vous punir, par exemple, il vous fait ça en public devant les esclaves et devant les autres maîtres. Pourquoi? Parce que pour les esclaves, pour eux, ils se disent, eh bien, moi, je n'ai pas envie de subir la même chose que lui est en train de subir. Et pour les colons, c'était juste une autre distraction. C'était un spectacle pour eux. Vous comprenez? Pour tous ces commentaires que vous voyez que je suis en train de mettre sur mute, c'est la même personne qui vient avec différents comptes. C'est Macandal qui vient avec différents comptes, alors qu'on lui a déjà dit de nous envoyer un message s'il va avoir un débat. Et il cherche toujours à revenir dans le chat avec différents comptes. Voilà pourquoi je l'ai mis sur mute. Donc, et si par malheur l'esclave montrait quelques signes de résistance, s'il ne criait pas sa peine pendant qu'il était battu, le maître s'en trouvait humilié et tout irrité qu'il était, il pouvait rendre la sanction plus horrible. Donc, si vous résistiez, vous vous débattiez lorsqu'on vous fouettait, si vous ne vous laissez pas faire,
ou si vous essayez de ne pas crier, de ne pas pleurer, il n'y a pas une larme qui coule de vos yeux lorsque vous faites fouetter, le maître a dit qu'ils allaient vous fouetter jusqu'à ce que vous pleuriez. Et vous fouetter jusqu'à ce que vous ressentiez la douleur, jusqu'à ce qu'on peut voir la douleur sur votre visage. Voilà à quel point atroces étaient nos maîtres. De même, autant qu'il existait diverses raisons pour faire souffrir leurs esclaves, autant il existait de postures pour appliquer la peine du fouet. Donc, ce n'était pas seulement juste de fouetter un esclave, mais il vous mettait dans une certaine position pour vous fouetter. Le maître avait le choix entre les 4 piquets, c'est-à-dire que l'esclave était couché nu sur le ventre, à même le sol, avec les membres attachés à 4 morceaux de bois enfoncés dans le sol pour subir sa peine. Comme ça, vous ne vous débattiez pas, vous essayez de ne pas bouger. Il y avait aussi le hamac, qui était une suspension par les 4 membres, la brimbale, la suspension par les mains et enfin l'échelle, lorsque l'esclave était attaché par les pieds et par les mains sur une échelle. Voilà comment il vous fouettait. Il ne faisait pas juste vous fouetter juste comme ça. Vous comprenez? Il n'était pas juste à genoux pour être fouetté. Il s'est mis à plat ventre, nu à plat ventre par terre, attaché à 4 morceaux de bois, ou attaché sur une échelle, ou même ligoté aux mains et vous pendait par les mains et là il vous fouettait. Mais attendez, ce n'est pas fini. Les femmes n'échappaient pas non plus à la rigueur du fouet. Lorsqu'une de ces malheureuses était enceinte, un trou était creusé dans le sol pour y loger sa grossesse pendant qu'elle recevait les 29 coups de fouet réglementaires qui déchiraient ses chairs. Donc, vous voyez, lorsqu'une femme elle est enceinte et que son ventre commence à gonfler, eh bien, lorsqu'un maître esclave devait punir l'une de ces femmes enceintes, il creusait un trou où lorsqu'il la mettait à plat ventre, le ventre pouvait être dans le trou. Et ensuite, pareillement, tout comme il fouettait ou il taillait la peau des esclaves des hommes, il taillait la peau des esclaves des femmes en la fouettant, même si elle était enceinte ou non. Et c'était minimum 29 coups de fouet. 29 coups de fouet réglementaires. Donc, pas moins de 29 coups de fouet que vous allez recevoir pour déchirer votre chair. Et ça n'en finissait pas là. Il y en a qui perdaient leurs enfants à la suite de ce châtiment ou même qu'elles donnaient prématurément le jour. Donc, il y en a qui perdaient leurs enfants à cause du stress que leur corps recevait ou qui donnaient naissance même pendant qu'elles étaient en train d'être fouettées ou juste après d'être fouettées. Et encore une fois, ce n'est pas juste être fouetté, ils taillaient la peau des esclaves avec le fouet, avec le martinet. À côté du fouet ordinaire, les maîtres avaient recours à d'autres instruments de torture tels que la rigoise ou grosse cravache en nerf de bœuf, des lianes ou des branches souples et pliantes comme la baleine. Donc, vous voyez, quand on recevait des coups de bâton, ils vous fouettaient même avec des branches. Vous voyez comment, je ne sais pas comment vous décrire ça. Vous pouvez juste rechercher vous-même le genre de branches qu'ils utilisaient pour nous fouetter. Ça n'en finissait pas là. Regardez. L'objectif était toujours le même, rendre infâme celui qui en était la victime. Puis, comme si cela ne suffisait pas d'avoir laissé humilier de la sorte, après le supplice, on versait sur son dos déchiré. Donc, quand votre dos est déchiré, rempli de plaies, où ça saigne et ces plaies sont profondes, regardez ce qu'ils nous faisaient. Dans les plaies béantes, donc les plaies énormes, dans les plaies béantes et sur le corps ensanglanté du supplicié, il nous faisait quoi? Du jus de citron, de l'eau salée, du poivre, du piment, du vinaigre ou des cendres. Pourquoi? Pour, soi-disant, vite cicatriser et prévenir la gangrène, mais surtout pour remettre à point en peu de temps afin d'éviter au maître d'en perdre l'usage. Donc, sous prétexte de vouloir vite cicatriser les plaies qui nous infligeaient, ou sur prétexte de prévenir des infections ainsi que la gangrène, sur vos plaies, il faisait couler du jus de citron. Est-ce que vous avez déjà goûté du jus de citron? Ceux qui ont déjà goûté du jus de citron, c'est amer, c'est un certain goût. Et pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez désinfecter des plaies avec du jus de citron. Imaginez ça. La prochaine fois que vous avez une coupure, par exemple, une coupure au doigt, une épine dans le pied, ainsi de suite, essayez de mettre du jus de citron sur votre coupure. Voyez à quel point ça vous brûle et ça vous fait mal. Imaginez cette douleur, mais sur des plaies béantes sur votre dos, ensanglantées.
Imaginez de l'eau salée. Imaginez du poivre que vous utilisez comme épice, le piment que vous utilisez. Les Antillais, nous, on aime le piment. Imaginez le piment fort qu'ils mettaient sur nos plaies, qu'ils frottaient sur nos plaies. Imaginez mettre du vinaigre sur des plaies, des cendres. Vous voyez les cendres que, si vous faites brûler de l'encens, ou le monde qui fume des cigarettes, ou qui fume ou quoi que ce soit des cigares, ces cendres-là, ils prenaient les cendres de charbon et ils les foutaient sur votre dos, sous prétexte de vite cicatriser. Et même si à la fin, vous réussissiez à cicatriser, si vous commettez encore une erreur, vous subissez probablement le même châtiment, avec 29 coups de fouet minimum. Ce n'est pas plus. Vous comprenez? Toujours est-il que selon Bernardin de Saint-Pierre, après ce supplice, il y en a qui mettent plus d'1 mois avant d'être en état de s'asseoir. Donc même après être fouetté comme ça prenait plus d'1 mois avant de s'asseoir. Pour ceux qui sont sur le YouTube et sur le Facebook, vous regardez cette image-là. Ça, c'est la punition. Vous comprenez? La flagellation publique d'un esclave. Flagellation, c'est quoi? Ce n'est pas juste le fouet simple, juste une liane de fouet. Non. C'est comme un bâton avec plusieurs sections du fouet. Et même, il y avait des gros bouts. Laissez-moi juste vous montrer c'est quoi. Un instant. Juste un instant. Vous allez voir l'outil de la flagellation. Je vais vous montrer une image. Voilà avec quoi il nous fouettait. C'est quasiment un fouet avec plusieurs branches, plusieurs lianes au bout, avec des billes, comme avec des billes et avec des épines dessus. Donc, ce n'est pas juste un fouet simple. C'est avec ça qu'il nous punissait. Ça c'est pas ce qu'on a fouetté, ça c'était la flagellation. Un autre niveau du fouet. Vous comprenez? Retournons au livre. Donc, vous mettiez même plus d'1 mois avant de pouvoir s'asseoir. Et rappelez-vous que beaucoup de nos femmes accouchaient prématurément ou perdaient leur bébé pendant qu'elles se faisaient fouetter, enceintes, à cause du stress que ça rapportait à leur corps. Et ceux qui sont sur YouTube et Facebook, ils voient cette image-là. Ils ont fait un film spécifiquement sur cet esclave qui représente dans l'image. Le dernier film d'esclave avec Will Smith, c'est une histoire vraie. Mais vous voyez comme dans le film, comment il montre Will Smith dans le film et les atrocités qu'il a subies. Véritablement, lorsque ça arrivait, c'était encore pire que dans le film. Encore une fois, imaginez ce qui arrive dans les films, mais c'est 100 fois pire que ce qui nous... C'est 100 fois pire que comment ça arrivait auparavant. Vous comprenez? Laissez-moi descendre un peu plus bas. Avec ça, en fait, je vais terminer la classe juste là. On va continuer la semaine prochaine. Ok? Laissez-moi juste terminer avec ce verset-là. Vous allez comprendre pourquoi notre oppresseur va être exterminé. Ce n'est pas parce qu'il est blanc aux yeux bleus. Ça n'a rien à voir. Juste un instant. On va terminer avec ce verset-là. On va aller dans cela qui est Ézéchiel chapitre 35, verset 5. Vous comprenez? Voilà la nature de notre oppresseur. Ézéchiel chapitre 35, verset 5. Ça vous dit quoi? Parce que tu as eu une haine perpétuelle. Il a toujours eu une haine contre nous. Parce que tu as eu une haine perpétuelle et que tu as versé le sang des enfants d'Israël par la force de l'épée au temps de leur calamité. Quelle est notre calamité? Autant de notre punition. Lorsque nous étions en esclavage, ils ont profité de ça pour commettre. Écoutez, juste le fait que ce que je viens de vous lire, c'était rien. Ce que je viens de vous lire, c'était rien du tout. La semaine prochaine, vous allez voir le genre de choses qu'ils nous faisaient. C'était même, ça leur faisait même plaisir. Vous comprenez? Ça leur faisait plaisir. Vous comprenez? Ce livre-là, ça peut rendre les gens qui sont sensibles. Ce livre-là, la violence dans l'esclavage des colonies françaises, peut vous rendre malade. Si vous n'avez aucune discipline, ça peut vous rendre fou. Vous comprenez? Le genre de mutilation qu'il nous faisait, couper les oreilles, couper les pieds, couper les parties génitales.
C'est ça que nous, on subissait. Même ce livre va vous montrer où. Vous savez ce qu'il faisait? Il remplissait votre cavité anale de poudre à canon. Ils allumaient le feu et ils appelaient ça faire sauter le cul des nègres. Ce n'est pas quelque chose que moi j'invente. Ils ont documenté les atrocités qu'ils commettaient contre nous. Et imaginez à ce moment-là les atrocités qu'ils n'ont pas documentées. Donc c'est pire que ce qu'on voyait dans les films. Dans les films, ils ne vont pas vous montrer où ils faisaient sauter le cul des nègres, littéralement, mais ils le faisaient. Et comme je dis, on va voir ça la semaine prochaine. Encore une fois, Ézéchiel chapitre 35, verset 5, parce qu'ils ont versé le sang des enfants d'Israël, parce qu'ils ont versé notre sang pendant notre temps de notre calamité. Ça, c'est l'esprit de votre oppresseur. Pour aucune raison, à part le fait qu'il vous a toujours détesté et qu'il vous détestera toujours. Malgré ça, vous essayez toujours de vous joindre à cet oppresseur. Et vous êtes le seul peuple dont on dit qu'il faut oublier ce qui vous est arrivé dans le passé. Il faut mettre le passé en arrière. Il faut aller de l'avant. Alors qu'encore aujourd'hui, à cause du code noir, à cause de l'indoctrination de notre oppresseur, on est toujours détruit. Vous voyez comment Haïti est détruit aujourd'hui? Ne croyez pas que c'est seulement la faute des gangs. Qui donne ces armes à ces gangs-là? Qui a réduit Haïti? Pourquoi Haïti est détruite aujourd'hui? Regardez les photos d'Haïti juste après qu'il se soit libéré de l'oppression des Français. Haïti, c'était aucunement comment vous voyez Haïti dans les médias aujourd'hui. Vous voyez comment la République dominicaine elle est? Le taux de pauvreté à Porto Rico, comment les eaux sont insalubres. Vous voyez comment la Martinique et la Guadeloupe sont en ce moment? Vous croyez que c'était comme ça auparavant? Pourquoi on est détruit dans les Antilles? Pourquoi on est détruit dans les Amériques du Nord, centrale et du Sud? C'est aussi simple que ça. C'est à cause que notre oppresseur est le diable dont parle la Bible. À cause que notre oppresseur est un monstre qui n'a aucune compassion, qui n'a jamais aucune compassion et qui n'aura jamais aucune compassion pour nous. Vous comprenez? Allez, ça m'a terminé la classe d'histoire. Comme je vous dis, on va continuer la semaine prochaine. Pour ceux qui veulent lire eux-mêmes le livre, j'ai mis le lien dans le chat YouTube et Facebook sur ISPK France et ISPK Montréal. Vous pouvez cliquer sur le lien pour télécharger le livre vous-même. La violence dans l'esclavage dans les Antilles françaises, dans les colonies françaises. Ce n'est pas pour ceux qui sont sensibles, je vous dis ça d'avance. Vous comprenez? On va continuer dans le livre, on va continuer avec d'autres atrocités qu'ils ont commises contre nous. OK? Avec ça, je vous dis Shalom, Yahweh Ba'ashim Shabrakatam. Je veux dire Shalom, Yahweh au nom de Yahweh Shai. Soyez bénis à tous nos frères. Et à nos sœurs, je dis Shalom, Yahweh Shemar, à la Tan Ba'ashim Yahweh Shai, qui veut dire Shalom, Yahweh protégez-vous ou veillez sur vous au nom de Yahweh Shai. On a nos classes d'hébreu tous les vendredis sur n'importe quelle chaîne ISPK que vous pouvez assister. Avec ça, je vous dis Shalom, frères et sœurs, et à la semaine prochaine. Serious and you're looking for a Christ man, the one who anointed with the Lord, with the Spirit of the Lord to do his will, I'm that nigga. One West, 125th Street. Look, y'all put your faith in presidents like they gon' change this country. Run the league and let y'all play cause y'all gon' make a money. Fuck Obama, he ain't come here on Congo. American honor don't lack no soldiers. For the spirit of the Lord, we don't lack no soldiers. Saint, black, Hispanic, native, they hate your ass the same. Hate Christ and they image, paint you as a slave. God ain't all love, scriptures say he hate African soft niggas, they know we not the same. School to prison pipeline to get you off the streets. Put you in the cell, toilet connected to the sink. Molested as a kid, she prostituted as a teen. The byproduct of Martin Luther King dream. They just took the yoke off, my nigga, we ain't free. We living bleak in these wastelands of poverty. If you don't know the truth, then the lies sound promising. Prophecy, gift and the curse. Dylan started killing, they was sitting in church. Black folk forgave him, man, this shit is absurd. You should never love your enemy, that shit ain't gon' work. Yeah, fuck dying on your knees, you better die in glory. Man, I joined the UPK, taught me the art of warring.
I took a nigga life like mine to be recognized. I feel that pain every day, it can't be reconciled. Pops banging, my sister a prostitute. My brother got life, and somehow I still found the truth. War ready, no cowards, no excuse. Fuck reparations, you can't bandage no open wounds. Blood on the leaves, body swing hung from a noose. I was on a run in Nashville and I found the truth. I called the school, classes being held by the shock on my life. I want to be a gangster like a cop. Do this for my brothers, real brotherhood. Everything we do, we got it out this book. My nigga, I can never be no African. UPK the only authorized acronym. I'm passionate about my brothers and sisters. We in hell, I ain't got nothing against them. That's another religion. If it ain't under your honor, ain't me murdered by them and got a hug from your honor. That's the way out for a coward in my observation. They don't fear the Lord, they indoctrinated. Wolves in sheep clothing, Joe Osteen. Real priests bringing back black royalty. One West on my headpiece, ranking order. Can't let them trick me off the streets, I gotta raise my daughter. I got brothers at the border ducking ICE agents. I got the name change, it was life changing. My family thought it was a game, put on all black, they said I was going through a phase. It's more of us in jail than it was slaves. Aquí somos la Escuela Israelita del Conocimiento Práctico Universal. Hoy estamos aquí. Lord Commander General Yohanan ESPK. This is what Commander General Yohanan did. This is what he did. First camp, I cut off all my dreads. I took an oath when that oil hit my head. Niggas capping like they lids. I'm a priest, I never stick no